La sexualité est un endroit sensible, parce qu'elle touche au corps, à l'image de soi, au regard et aux liens. Quand une dysfonction sexuelle s'installe, on ne souffre pas seulement dans le lit, on souffre dans ce que ça raconte de soi, dans ce que ça fait au couple, dans ce qu'on n'ose plus se dire. Dans le dernier épisode, on a compris le cercle vicieux de l'éjaculation prématurée. Aujourd'hui, on passe à la reconstruction. Comment retrouver une sexualité épanouie? Bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique. Je suis Sophie Bacan, je suis sexologue depuis 10 ans et aujourd'hui, à travers l'histoire de David et Claire que tu as découvert dans la première partie, je vais te partager des solutions concrètes comme je les pratique en cabinet, étape par étape. Environ 30% des hommes sont touchés par l'éjaculation prématurée. Alors si toi aussi tu souffres en silence dans ta sexualité, reste avec moi. Je t'invite, seul ou en couple, à écouter cette série d'épisodes pour apporter de la compréhension et de la douceur à toi-même et dans ton couple. Aujourd'hui, je vais te guider en 5 mouvements. Changer l'objectif, sortir temporairement de la zone rouge, réapprendre le lent, le sensuel, le charnel, clarifier des points essentiels d'éducation sexuelle et enfin comprendre ce qui se travaille en profondeur en sexothérapie et en hypnose. Et à la fin, je te proposerai un exercice simple à faire cette semaine pour commencer à agrandir ton espace intérieur concrètement. On va commencer par ce qui change tout dès le départ. L'essentiel, c'est de changer l'objectif pour rompre le cercle vicieux. On passe de tenir plus longtemps à reprendre peu à peu de l'espace. Parce que chercher à tenir plus longtemps, c'est rester dans la performance. Et la performance entretient la pression. Ce qu'on va construire, c'est autre chose, un espace intérieur, un temps de réponse entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Quand cet espace est trop court, le corps part vite. Quand il s'agrandit, tu retrouves de la liberté. En cabinet, c'est souvent le premier virage. Avec David, ça a commencé comme ça. Il arrive en pensant qu'il doit apprendre à se contrôler. Je lui explique qu'il doit surtout apprendre à se relâcher. Parce que reprendre la main sur ton rythme, ce n'est pas contrôler l'excitation, c'est rester en lien avec elle, être à l'écoute de tes sensations, ajuster, ralentir et ne pas attendre le moment où tout bascule. Et ça change aussi quelque chose dans le couple. Claire n'est plus en train d'attendre un résultat, elle peut redevenir présente, elle peut redevenir partenaire au sens plein du terme. Une fois que l'objectif n'est plus la performance, on peut créer les conditions pour que le corps et le mental apprennent vraiment à faire autrement. Et la première condition, c'est d'arrêter de s'entraîner dans des situations qui font basculer trop vite. Au cabinet, je le pose de façon claire et surtout de façon co-construite. Que tu sois en couple ou pas, le principe est le même. Pendant un temps, on met de côté ce qui déclenche l'accélération. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les positions, les gestes, les simulations qui montent trop vite, trop fort, sont mises de côté provisoirement. Et parfois, oui, même la pénétration. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas rien d'entrer dans le corps d'une autre personne. Il y a du contact, du regard, du lien, de l'enjeu. Et pour certains hommes, cette intensité suffit à faire basculer. Donc, on ralentit le cadre volontairement, pas pour frustrer, pas pour punir, mais pour permettre au corps d'apprendre autrement. On crée des conditions où l'excitation peut monter sans devenir une urgence. Sur le plan du corps, c'est un entraînement du système nerveux. Si tu répètes une simulation très forte, très rapide, ton corps apprend l'accélération. Si tu répètes une montée plus progressive, ton corps apprend la régulation. On cherche à déplacer le seuil et à retrouver une courbe d'excitation plus stable. Et sur le plan psychologique, ça enlève l'épreuve. Quand tu sais que tu vas basculer, tu entres dans le moment charnel déjà tendu, déjà en surveillance, déjà en anticipation. En mettant de côté la zone rouge, tu arrêtes de te tester et de te juger. Et tu redonnes au cerveau une expérience différente, du plaisir sans verdict. Et quand ce cadre est posé, on peut passer à l'étape suivante, réapprendre le lent, le sensuel, le charnel. Parce que le corps n'apprend pas dans l'urgence, il apprend dans la répétition sécurisée.
C'est là que commence le cœur de la sexothérapie. On réintroduit de la lenteur et de la sensualité, des caresses, de la présence, et on travaille avec une règle simple. On s'arrête avant la zone rouge, peu importe le moment où elle survient. Pas pour couper le plaisir, mais pour garder de l'espace intérieur, pour que le corps enregistre autre chose que la bascule. Alors, on s'arrête, on respire, on revient, on recommence, tranquillement. Tu te souviens que l'on a déplacé l'objectif, ça prend tout son sens ici. On n'est plus là pour faire l'amour ou avoir un acte sexuel, mais pour prendre un moment de connexion, de plaisir, de peau à peau, et un moment comme ça, on se fiche bien de savoir combien de temps il dure. Et dans cette ambiance douce et câline, à force de répétition, quelque chose change. Tu apprends à repérer plus tôt, à ralentir sans te crisper. Tu apprends à rester présent au moment au lieu de le surveiller. Et dans le couple aussi, ça change la façon d'être ensemble. Claire n'est plus en train d'attendre ni de se retenir. Elle peut participer, elle peut dire, guider, et David peut rester en lien sans se sentir évalué. Ce qu'on construit ici, ce n'est pas une performance, c'est un rythme commun. Et c'est comme ça que l'excitation redevient une expérience au lieu de devenir une urgence. Maintenant, on touche à un nœud central. Si aujourd'hui la sexualité devient si vite une performance, si la pression s'invite sous la couette, ou parfois bien au-delà, c'est aussi parce que l'éducation à la sexualité est défaillante et parce que nos héritages pèsent lourd. On n'a pas appris à ressentir, on a appris qu'il fallait réussir. Concernant l'éjaculation, il y a une croyance qui tient encore bon aujourd'hui. L'idée qu'un homme qui éjacule a forcément eu un orgasme, pris du plaisir. Cliniquement, ce n'est pas exact. L'éjaculation est un réflexe neurophysiologique, une réponse du corps à un certain niveau de simulation. Le plaisir, lui, est une expérience subjective. Il peut être intense, il peut être plus faible, il peut même être absent malgré l'éjaculation. Un homme peut éjaculer vite et ne pas se sentir comblé, il peut aussi prendre beaucoup de plaisir sans éjaculer. Éjaculation et plaisir ne sont pas synonymes, éjaculation et orgasme non plus. Et ça, c'est la vérité. Quand un couple confond tout ça, l'éjaculation devient une preuve attendue, une preuve de désir, de réussite, une preuve que c'était bien. Sauf qu'une preuve attendue crée de la pression. Or, la pression, on l'a vu, fait accélérer le corps. C'est pour ça que l'éducation sexuelle ici n'est pas un détail, c'est un levier thérapeutique. À présent, je vais parler à la partenaire dans les couples hétérosexuels. Tu n'es pas responsable du symptôme, mais tu influences le climat. Quand tu as appris que pour faire plaisir à un homme, il faut le faire éjaculer, ça devient un piège, parce que tu risques d'adopter sans t'en rendre compte le comportement qui va l'amener à ce que tu crois être l'aboutissement, avec l'impression d'avoir bien fait, d'avoir réussi, parfois même qu'en certains jours, tu n'en as pas envie. Et tu vois ce que ça produit, une sexualité pressée où on cherche à finir, une sexualité qui ne fait plus rêver personne. Car à ce rythme-là, le désir s'épuise, la libido finit par se retirer doucement du corps. Mais heureusement, tu es en train de m'écouter aujourd'hui et ça change déjà quelque chose. Tu peux cesser d'attendre l'éjaculation comme une preuve et tu peux commencer à lire le plaisir autrement. Quand le plaisir n'est plus confondu avec un résultat, la sexualité redevient un espace de rencontre et ça, c'est précieux. Et puis il y a un autre point important, souvent invisible. Personne ne vient au monde avec un mode d'emploi, ni de son propre corps et encore moins du corps de l'autre. Et comme la sexualité des femmes a longtemps été pensée au service de la reproduction puis du plaisir masculin, beaucoup de femmes ne connaissent pas suffisamment leur corps pour guider, demander, ajuster, et beaucoup d'hommes ne demandent pas. Alors on se retrouve à rejouer un scénario pressé, pauvre, sans langage. Et sans langage, on retombe dans la performance. Et dans la performance, on retombe dans la pression, et le cercle vicieux revient.
Il y a aussi les tabous, le sexe qu'on ne nomme pas, le corps qu'on n'a jamais appris à connaître, les mots qu'on n'a pas. Et dans beaucoup de couples, on fait sans dire, on devine, on imite, on espère que ça suffit. Et quand un symptôme arrive, personne ne sait comment en parler, alors on se tait, et le silence, lui aussi, devient une pression. Il y a aussi la pornographie, pas comme sujet moral, mais comme scénario d'apprentissage. Elle enseigne rarement le rythme, la nuance, la communication. Elle enseigne l'intensité, la montée rapide, l'efficacité, le résultat. Elle fait croire que le désir est automatique, que les corps savent, que tout est fluide, que tout est performant. Et quand la réalité ne suit pas, le cerveau conclut trop vite « je suis nul, je ne fonctionne pas, je dois me dépêcher » et là encore, la pression remonte. À ce stade, tu comprends pourquoi les solutions rapides tiennent rarement dans le temps, parce qu'on ne parle pas seulement d'un geste sexuel, on parle d'un rapport au corps, d'un rapport au regard, d'un rapport à soi. Et quand ce rapport est abîmé, il faut plus qu'une technique, il faut un travail thérapeutique. En cabinet, le travail ne consiste pas à corriger la performance, il consiste à transformer le rapport à soi. On commence souvent par l'estime et la sécurité intérieure. Tant que l'homme se vit comme défaillant, son système reste en alerte et un corps en alerte accélère. On va aussi chercher de la connaissance de soi, repérer les signaux, identifier ce qui déclenche la pression, voir précisément quand le mental bascule en surveillance et ce que ça fait au corps. Puis on touche à un point décisif, surtout en couple, le langage. Quand il n'y a pas de mots, chacun devine, interprète, se protège. Alors on remet du dialogue là où il n'y avait plus que du silence. On clarifie ce qui est agréable, ce qui accélère, ce qui rassure, ce qui ferme. On remet des demandes, des ajustements, des repères partagés. On travaille aussi le jugement intérieur parce qu'il organise beaucoup de symptômes, l'enjeu de réussir, la crainte de ne pas être à la hauteur, l'anticipation de décevoir, la comparaison et cette sensation d'être évalué au lit comme on serait évalué ailleurs. L'hypnose a toute sa place dans ce travail, pas pour masquer le symptôme, mais pour désamorcer l'anticipation, relâcher la pression, réinstaller un rapport plus stable au corps, un corps qui peut sentir sans paniquer, un mental qui peut rester présent sans contrôler. Je propose aussi des exercices à faire à la maison, comme des entraînements entre les séances, quelque chose de simple, progressif, ajusté à ton rythme pour consolider ce qu'on construit en cabinet. Et c'est pour ça que le travail est souvent long, parce qu'il ne s'agit pas de corriger une performance, il s'agit de transformer ton rapport à toi. À présent, je veux te proposer un exercice simple à faire cette semaine, seul ou en couple. L'objectif n'est pas de te tester, ni de te prouver quelque chose. L'objectif, c'est de commencer à construire de l'espace intérieur, ce temps de réponse entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu vas t'entraîner à repérer plus tôt, à ralentir plus tôt, à revenir au calme sans te couper du plaisir. Choisis un moment où tu ne seras pas pressé. Idéalement, tu as besoin de 10 minutes. Si tu es en couple, dis le cadre avant de commencer. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas un résultat, mais je m'entraîne à rester présent à moi. Commence par une simulation lente, très simple. Le but, c'est la qualité de présence, pas l'intensité. Pendant que ça monte, cherche le premier signe d'accélération, pas la zone rouge, avant, le tout premier signe. Ça peut être une respiration qui se bloque, une tension dans le ventre, un réflexe de se presser, un mental qui commence à surveiller. Dès que tu repères ce signe, tu ralentis, mais tu ralentis franchement. Puis tu fais 3 respirations longues, inspire calmement, expire encore plus longtemps, 3 fois. Pendant ces respirations, tu relâches une zone précise, la mâchoire, le ventre, le bassin. Ensuite, tu reprends plus lentement et tu cherches la même chose, rester en lien avec la sensation sans courir après la suite. Si ça accélère à nouveau, tu refais la même séquence, ralentir, 3 respirations et expirations longues et relâcher.
et tu t'arrêtes avant la zone rouge, même si tu as envie de continuer, même si c'est frustrant, parce que c'est là que l'entraînement commence à devenir efficace. Le repère de réussite cette semaine, ce n'est pas la durée, c'est ta capacité à revenir au calme sans casser le lien avec le plaisir. Et dans le couple, il est possible de se dire « je ralentis, je reste avec toi ». Je te conseille de faire ça 2 ou 3 fois dans la semaine. Tu n'entraînes pas un résultat, tu entraînes ton système nerveux et tu construis petit à petit un espace intérieur plus stable. Ce que je t'invite à retenir aujourd'hui, c'est que l'éjaculation prématurée n'est pas une fatalité. Elle se travaille en changeant le cadre, en rééduquant le rythme et en construisant de l'espace intérieur. Et si tu es en couple, retiens aussi ceci. Ce sujet ne se règle pas dans le silence. Il se traverse à 2, avec du langage, de la douceur et des repères partagés. Le symptôme isole, le travail rapproche. Si tu veux aller plus loin en sexothérapie et en hypnose, je te reçois au cabinet ou à distance. Tu trouveras toutes les infos pour me contacter sur mon site et mes réseaux. Si cet épisode t'a aidé, tu peux laisser 5 étoiles au podcast. Ça m'encourage à continuer à mettre des mots là où souvent on n'ose pas parler. Enfin, n'oublions pas ceci les amis, quand on prend soin de soi et quand on prend soin de nos relations, ce n'est pas seulement notre propre vie qu'on transforme, c'est aussi un héritage plus apaisé, plus lucide, plus vivant qu'on transmet parfois même sans s'en rendre compte à nos enfants, à nos proches, à ceux qui viendront après. Chaque relation qui se transforme, chaque lien qui se répare, c'est une graine semée pour un monde plus doux, plus libre, plus profondément humain, un lien après l'autre. Et si toi aussi tu veux faire partie de ce mouvement, abonne-toi, rejoins-moi dans cette aventure et ensemble, construisons un monde plus doux. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. Alors d'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.